Ben non, c'est pas encore pour aujourd'hui, et heureusement. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Balian Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures ou le contraire. Alors comme vous le savez, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez la partager, vous abonner et liker. Alors, que s'est-il donc passé au niveau du Troisième Reich concernant les armes atomiques? Rien, me direz-vous, et vous n'avez pas tort. Et pour une raison extrêmement simple, Adolf Hitler n'a jamais cru aux armes atomiques. Je ne savais même pas ce que c'était. D'autre part, non seulement Hitler n'a jamais cru à l'arme atomique, mais il faut se souvenir que de septembre 1940 jusqu'à la fin de l'année 1942, la Wehrmacht va de succès militaire en succès militaire. L'Allemagne semble sur le point de gagner la Seconde Guerre mondiale. Il n'est donc nullement utile de se fatiguer à fabriquer une arme nucléaire. Néanmoins, j'ai découvert un livre extrêmement intéressant. Ça s'appelle La bombe de Hitler de Rainer Karlsch. Il s'agit d'un historien allemand qui professe à la faculté de Berlin. Ce livre est extrêmement intéressant, mais il ne fait pas consensus, très loin de là, parmi tous les autres historiens. Pourtant, j'ai décidé de m'y arrêter, parce que je trouve que le contenu est extrêmement intéressant. Vous ne le savez peut-être pas, mais les Allemands avaient pris une avance assez exceptionnelle au niveau des découvertes nucléaires. Deux savants, Otto Hahn et son disciple Fritz Strassmann, ont effectué une expérience à l'IEG de chimie de Berlin, juste avant Noël 1938. Ils pensaient créer du radium en bombardant de l'uranium avec des neutrons. Néanmoins, à leur grande surprise, le noyau d'uranium s'est scindé en deux parties, avec un dégagement d'énergie. Et oui, la première fission atomique était née dans un laboratoire allemand, sous le régime du Troisième Reich. Il y avait de quoi avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Après avoir pris conseil auprès de deux autres physiciens allemands, Meitner et Fritsch, il s'est avéré que la réaction avait donc séparé le noyau atomique de l'uranium en deux parties, légèrement plus légères que l'ensemble. Il manquait 1/5 de la masse du proton. Et cette masse, à votre avis, qu'était-elle devenue? Vous connaissez Albert Einstein et le E égale mc2. E, c'est l'énergie, le m, c'est la masse, le c, c'est la vitesse de la lumière au carré. Ça veut dire que la masse, c'est de l'énergie qui se propage extrêmement vite. En l'occurrence, les savants allemands avaient découvert que lors d'une fission atomique, se dégageait par noyau une énergie de 200 millions d'électrovolts. Néanmoins, il leur restait une chose à découvrir. Est-ce que les neutrons qui étaient produits lors de cette réaction, lors de cette scission, allaient eux-mêmes heurter d'autres noyaux et provoquer ainsi une réaction en chaîne qui donnerait une énergie fantastique? Et là, nous allons revenir en France avec Frédéric Joliot-Curie. J'en ai déjà parlé. Le 22 avril 1939, soit à peine 4 mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Frédéric Joliot-Curie a démontré que la réaction en chaîne se produisait. À ce moment-là, en Allemagne, les physiciens se posent des questions quant aux applications économiques et militaires de cette fission nucléaire. Il leur vient très vite à l'idée que si l'on pouvait construire ce qu'ils appellent une machine à uranium, c'est-à-dire un réacteur nucléaire, on pourrait alors produire une énergie fantastique. De même, il pouvait être intéressant d'avoir des applications militaires de cet explosif nucléaire. Alors, sous le Troisième Reich, tout est toujours simple, ou plutôt extrêmement compliqué. Et tant mieux pour nous. En effet, autour d'Adolf Hitler,
le tyran dément de l'Allemagne nazie, se démène tout un aéropage de personnalités monstrueuses. Goebbels, Himmler, Göring et j'en passe. Et chaque personnalité veut son petit empire à lui. Göring va organiser la Luftwaffe avec l'équivalent de division blindée, de division parachutiste. Himmler va créer son empire SS avec une armée qui va compter jusqu'à 500 000 hommes. Et au niveau de la recherche nucléaire, c'est la même chose. Il va y avoir un ensemble civil, pourrait-on dire, de scientifiques qui vont créer l'Uranverein. Ça veut dire l'union de l'uranium. C'est donc un groupe de scientifiques qui va faire des recherches sur l'énergie atomique et qui va essayer de développer le réacteur nucléaire. Au niveau militaire, c'est l'OAAT, une organisation qui encadre l'armement pour les armées du Troisième Reich, qui va s'occuper de la question nucléaire. Et il y aura même le ministre de la Poste du Reich qui voudra lui aussi lancer des recherches nucléaires et avoir ses propres laboratoires. On estime que la recherche dans l'Allemagne nazie va s'organiser autour de 100 scientifiques dans plus de 19 instituts, répartis partout sur le territoire du Reich. Alors évidemment, les uns vont se tirer dans les pattes des autres, avec cette question lancinante: comment se partager l'eau lourde et l'uranium dont chacun a besoin? Vous remarquerez qu'aux USA, on a fait exactement le contraire. On a préféré tout organiser sous l'égide d'un scientifique, le professeur Oppenheimer, et d'un militaire, le général Groves, dans ce qu'on a appelé le projet Manhattan. Tous les scientifiques regroupés dans une ville du Nouveau-Mexique. Là aussi, j'en ai déjà parlé. Évidemment, les scientifiques ont compris qu'il leur fallait un réacteur nucléaire. Problème, pour avoir un réacteur nucléaire, il faut deux choses. Il faut d'abord avoir de l'uranium à peu près enrichi. On part de l'uranium 238, on l'enrichit pour obtenir son isotope, l'uranium 235, qui lui est hautement radioactif et énergétique. Mais on a aussi besoin d'un modérateur. Le modérateur, c'est l'eau lourde. L'eau lourde, c'est quoi? C'est très simple. C'est l'isotope de l'eau. L'eau, c'est H2O. L'eau lourde, c'est D2O. Et le D signifie le deutérium. Le deutérium, on aura l'occasion d'en reparler au niveau de la bombe H. Mais ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Alors, la conception du réacteur atomique est confiée à Werner Heisenberg. Il va réussir à construire un réacteur. Il sera néanmoins de toute petite taille par rapport à ce que les Américains auront eux réalisé à la même période. Le problème des Allemands, c'est de disposer d'oxyde d'uranium, du métal uranium, soit l'uranium 238, mais d'avoir extrêmement peu d'uranium enrichi. Et nous savons que pour fabriquer une bombe atomique, il faut au minimum 50 kg d'uranium enrichi. En l'occurrence, les nazis vont envahir la Norvège et vont se précipiter sur les stocks d'eau lourde. Manque de bol, ceux-ci ont été transférés en France. Néanmoins, les nazis vont faire travailler pour eux l'usine de fabrication de l'eau lourde en Norvège. Celle-ci va être attaquée par des opérations commando anglaises, dont l'une considérée comme la plus réussie de toute la Seconde Guerre mondiale. C'était en février 1943 dans la ville de Rüschken. Et d'autre part, la RAF va focaliser ses bombardements sur cette usine de traitement de l'eau lourde durant toute l'année 1943. Ce qui fait que les Allemands n'auront jamais assez d'eau lourde pour pouvoir fabriquer un réacteur atomique de très grande taille. Quant à l'uranium enrichi, on sait qu'on peut le fabriquer par séparation des isotopes. Il faut donc tout un dispositif industriel pour séparer l'isotope 235 de l'uranium 238. On estime qu'au mieux de leurs possibilités, les Allemands, en février 1945, arrivent à sortir 50 grammes d'uranium 235 par jour, enrichi environ 15%. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir concevoir une bombe atomique. Et pourtant, selon l'auteur de ce livre, au moins 2 expériences nucléaires ont été tentées par les nazis. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, likez et partagez. J'ai besoin de chacun d'entre vous pour faire avancer la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.